Studio 404, Studio 404, l'émission de société numérique. Studio 404, présenté par l'âme UA. Salut tout le monde et bienvenue dans cette 6e édition de Studio 404. Je suis content que vous nous écoutiez toujours. On s'était dit qu'après l'émission spéciale sexe, vous n'auriez plus aucun intérêt à nous suivre. Et pourtant, on a plein de belles choses à vous raconter, des choses passionnantes, des choses inquiétantes. On va parler de gens qui ont décidé de payer, on va parler de gens qui sont des attention whores, qui sont peut-être vous, on va parler de Google Glass, et on va parler de la dictature des métriques, et de manière plus simple à dire, des statistiques qui sont partout dans nos vies. Ça avec nos 4 chroniqueurs, toujours ici, toujours présents, qui se sont remis aussi de l'émission sexe. Comment ça va les amis ? Comment ça va Sylvain ? Ça va super bien. C'est vrai ? Ouais. Après cette séance sexe, tout va bien ? Tout va bien, tout va bien. Détendu. Toujours aussi chaud. À côté de toi, Fibre, qui... Alors, voilà. Non, je crie parce que j'aurais eu ce sujet sur les attention whores. Non, mais surtout Fibre, donc il a tout changé. Donc non seulement il dit ouhou et plus bonsoir c'est Fibre Tigre, mais qui en plus a un look. On vous fera des tweet pics, moult tweet pics, parce que c'est immanquable. Il nous a fait un ça cosplay. tient pas en une Je seule suis image. pénétré de mon sujet. Voilà. Donc en gros, d'après nous, il ressemble à Tortue Géniale ou à Sacha des Pokémon. Vous verrez. Face à lui, interloqué mais qui reste digne, Daz, comment ça va ? Ça va très très bien. Tu t'habilles normalement, je suis un peu déçu. Oui, mais j'ai pas la flamboyance de Fibre. Ce soir, c'est lui la flamboyance. Et à côté de toi, Mélissa. Ouais, tu finis par la meuf là, mais bonjour quand même. Ouais. Non, mais on s'est dit. Aucune éducation. C'était moi avec la journée internationale des droits de la femme, blablabla. On s'est dit. N'en parlons pas. La galanterie, c'est tellement old school. 1.0. On commence tout de suite avec une première FAQ. FAQ. Première FAQ qui est vraiment, je pense que c'est la concision incarnée, mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Nabila. Point d'interrogation. Alors Nabila, point d'interrogation avec 2 points d'exclamation. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Nabila, je vous rappelle que Nabila est une star. Voilà, donc une demi-star, enfin bon, bref, une star de la télé-réalité qui est connue par... Non mais allô quoi, qui connaît pas Nabila ? Bon voilà, allô. Quelqu'un l'a faite. Qui se rend célèbre par ses interventions toujours mémorables et qui s'est récemment rendu très célèbre par une intervention encore plus mémorable sur le shampoing, le téléphone, tout ça en même temps. Alors Nabila, JB, c'est freestyle. C'est cool parce que c'est repris sur Know Your Meme. Non, c'est moi qui l'ai mis sur New York. J'ai dit chic alors les Américains mais je me suis dit, en fait, pour moi, j'ai vu la naissance d'un mème français. Oui. Tout le Enfin. monde ne parlait que de ça, mais genre Elle les est pas rédac suisse. chefs comme les journalistes, les lambda comme les lambda, enfin tout le monde parlait que de ça. Et je me dis, merde, on va faire un mème français, ça y est, ça va être comme Allo oui, c'est chien. Ouais. On va faire non mais Allo quoi. Sauf que c'est français, j'ai essayé de le mettre sur Know Your Meme, ça a fait 1000 vues. Et c'est tout. Je suis très désolée de. Bon, en tout cas, de l'avenir Mélissa de ce pour et JB pour. Sylvain. Moi, je trouve ça très intéressant parce que j'ai pas vu la vidéo, Ouais. mais j'ai pas eu besoin de la voir. Il suffisait que je suive mon flux Twitter pour avoir exactement tout ce qui s'est passé dans la vidéo. Oui, Donc c'est je pas connais la vidéo sans l'avoir vue. C'est pas mal. C'est beau ça. Et toi, Daz ? Oui, moi j'ai vu le truc en direct, car je regarde les anges de la télé-réalité. donc toi, tu Bravo. fais ça en direct. Et je l'ai vu en direct et on a halluciné. Sur la télé. Ouais, je l'ai vu à la télévision, chose que tu n'as pas. Et non, j'ai trouvé, ça y est, on a Moundira. Moi je l'appelle Moundira en fait, c'est l'équivalent de Moundir, mais en un peu plus gonflé. Ouais. Voilà. Et, Enfin, gonflé à 2 endroits. oui, non, mais c'est affligeant, mais que veux-tu ? Bon, Nabila, on t'accueille les bras ouverts. Bienvenue dans la mythologie d'Internet. Sujet numéro 1. De pirate à payeur, que nous est-il arrivé ? Donc Daz qui s'est distingué des autres en voyant en direct, aujourd'hui c'est un vrai exploit, en direct Nabila. Daz, tu vas nous parler d'un autre sujet presque aussi important que Nabila, Voilà. qui est surtout un Tout grand, aussi gonflé. voilà, un grand virage dans nos vies, dans nos comportements d'internautes et de consommateurs, puisqu'on s'est mis à payer ce qu'on consomme. C'est fou ça quand même. C'est incroyable, ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, moi, ce que je constate, c'est ce qui m'arrive à moi personnellement, mais je pense à pas mal d'entre nous, c'est qu'effectivement, on accepte de payer pour consommer du contenu sur Internet. Fou. C'est incroyable. Donc le web de marécages brumeux est en train de se muer en grande surface suréclairée. Voilà. Parce qu'on aime bien les métaphores. Et donc la question, c'est comment ça se fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que l'industrie a trouvé l'équilibre entre jouissance et finance ? Est-ce que la lutte contre le piratage a enfin porté ses fruits ? Est-ce que à cause de Kim.com, Mega Upload, tout ça machin, les gens se sont mis à acheter Pourquoi s'est-on mis à payer ? Déjà par pragmatisme. C'est-à-dire que finalement, en fait, on a cru, moi je pense à tort, que les gens pirataient parce qu'ils aimaient pirater, ils voulaient rien payer, etc. Moi je pense juste que pirater c'était simple.
à un moment donné. Ce que tu nous avais dit dans une émission précédente assez rapidement. C'est ça, c'est que finalement maintenant on se rend compte que acheter en fait à des prix qui restent raisonnables, c'est quand même beaucoup plus simple que de s'emmerder à pirater, à chercher le truc absolument gratuit. Donc voilà, moi c'est pour moi une des principales raisons, c'est ce pragmatisme-là. Les gens en fait ont changé un petit peu d'avis sur le fait de payer tout simplement parce qu'en plus l'industrie s'est mis au pas. Donc on a HBO qui a annoncé dernièrement, c'est Sylvain qui me l'avait relayé, que toujours qu'il comptait mettre à disposition tous ces programmes à l'international une semaine après la diffusion sur leur réseau. Tous ces Donc programmes. on va avoir Game of Thrones à S+1 de la diffusion américaine, c'est pas mal. Bon, en même temps, Orange Ciné-Série, il aura J+1. Donc bon, C'est vrai. continuera à pirater, mais Bon, en tout cas, ça se bouge. ouais, ça bouge beaucoup côté industrie, et puis on le disait, côté mentalité aussi, parce que la démocratisation en fait de l'informatique partout, avec les smartphones, avec les tablettes, et puis tous ces machins portables là, donc les surfaces, les trucs comme ça, on se rend compte que les gens sont maintenant habitués à payer. D'accord. Voilà, donc les micro-paiements via les magasins d'applications, j'en citerai aucun pour pas faire de jaloux. Hein. Un Sylvain. Le Mais Windows Market par exemple. Celui de Nokia aussi, un très très gros succès. Donc voilà, c'est les magasins d'applications qui permettent en fait de faire rentrer dans les mœurs le fait de payer pour du contenu, pour un programme. Et puis il y a une étude de paid content qui est sortie qui prouvait que 21% des propriétaires de tablettes avaient déjà payé pour de la news en ligne. D'accord. Ce qui est aussi nouveau, parce que là, on parlait beaucoup de musique et de films, mais on parle aussi de tout type de contenu, comme aussi ce que produisent les journaux. Voilà. Pour la vidéo, nous en France, on a Canal Play Infinity, c'est pourri, mais c'est un bon pas vers le Netflix français, en attendant que Netflix arrive pour de vrai. Le jour où on aura Netflix. Un jour peut-être. Et puis, l'arrivée d'un changement des méthodes de facturation de la part des fournisseurs de contenu. C'est-à-dire l'arrivée du freemium, donc qui fait la séparation entre gratuit et puis payant via abonnement. C'est un peu la technique du dealer de drogue. C'est d'abord gratuit, et après c'est payant. J'ai toujours acheté ma drogue, moi. Je tiens à le dire, je suis rigolo. On a aussi la popularisation des achats intra-application, donc en anglais in-app purchase. Ouais. Donc pour le meilleur et pour le pire, on en parlera un jour de ça aussi. Et puis tout ce qui est popularisation des méthodes de paiement rapide. Donc là, je pense au one-click purchase d'Amazon, qui permet par un clic malencontreux de débiter directement ton compte bancaire pour des trucs que tu n'aurais jamais acheté en y réfléchissant. Qui s'est généralisé dans tous les stores mobiles, on va dire. Effectivement, il y a la même chose chez Apple. Je ne sais pas si chez Google, déjà, il y a des gens qui payent des trucs sur Google Play. Non, Jamais. Et puis on a aussi on a aussi l'arrivée du name your price, donc sur toutes les plateformes. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est toi c'est l'acheteur qui décide de ce qu'il va payer sur les plateformes indépendantes type Bandcamp ou SoundCloud. Moi je suis un gros client du Name Your Price, donc en général je name un price ultra bas, le plus bas possible. Il n'accepte pas les décimales, mais bon voilà, donc ça permet vraiment de faire rentrer un petit peu le fait de payer pour quelque chose dans la tête des gens. Et puis on a aussi, et ça il faut quand même en parler à un moment donné, la sécurisation des paiements. C'est-à-dire que les organismes bancaires se sont un petit peu mis à jour. Maintenant, ils acceptent de vous rembourser quand votre carte bleue est utilisée simultanément à Kuala Lumpur et puis à Los Angeles, alors que vous habitez Maison-Alfort, par exemple. C'était mon cas. Et donc, ça rassure un peu. Ça rassure. On a moins l'impression maintenant que derrière chaque transaction en ligne, il y a un hacker kosovar qui attend comme ça et qui n'a qu'une envie, c'est de taper votre carte bleue, votre numéro de carte bleue, et puis acheter plein de conneries avec. Donc tout ça, en fait, participe de ce changement d'optique, on va dire, de ce changement de paradigme. Oui, c'est beau. Tout à fait, France Culture. Et je rajouterais également le fait qu'on a finalement enfin un ajustement des prix sur pas mal de soft. C'est-à-dire qu'avant, le moindre software un petit peu corporate, LOL, ça coûtait les yeux de la tête. Ne serait-ce qu'une licence Windows, ça coûtait vraiment très cher. Là, Windows 8 qui sort à 29 €, des alternatives aux grands standards du marché, type Pixelmator pour Photoshop par exemple, qui coûte un prix dérisoire de $30 ou un truc comme ça. Enfin, tout ça, ça permet vraiment aux gens de se dire, finalement, puisque le truc ne coûte plus 350 € pour cropper 2 photos, je vais peut-être effectivement l'acheter. Voilà. Alors, en fait... Dis-moi. Oui, quand je vois Sylvain,
Donc Sylvain, c'est quelqu'un qui dormait dans des cartons, qui a free wifi, tout ça, que ça. Et là, il a un vrai job récemment, il est rasé aujourd'hui, il s'est coupé les cheveux. Et donc, il va acheter des choses. Moi, c'est l'inverse. J'avais une bonne situation et je suis un peu passé au chômage et je suis un petit peu en train de réfléchir à comment gagner de l'argent. Et du coup, je me suis mis à pirater. Avant, j'achetais les DVD et maintenant, je pirate. Et je pense qu'en fait, une donnée importante, c'est que les gens qui étaient susceptibles d'acheter, c'est-à-dire les jeunes, aujourd'hui, ils commencent à avoir de l'argent. Donc, ils achètent finalement. C'est l'embourgeoisement alors. Ouais, c'est les gens qui peuvent acheter mentalement, qui ont les moyens intellectuels d'acheter, ils ont enfin l'argent pour le faire. Donc, pourquoi se gêner ? Ouais. Est-ce que, alors là, tu parles vraiment d'embourgeoisement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait aussi une sorte d'état d'esprit à un moment? Il y a des gens aujourd'hui qui soutiennent ouvertement Kim.com, qui adorent The Pirate Bay juste pour tout ce qu'ils font pour taquiner les majors, etc. Est-ce que vous pensez pour pas soutenir Kim.com, il faut se lever tôt parce que c'est quand même un escroc notoire. Oui, mais il y a quand même des gens qui soutiennent. Puis il fait 150 kilos, donc pour le soutenir, il faut y aller. Mais est-ce que tu penses pas à un moment que pirater, c'était aussi un acte politique quasiment? Sans tomber dans l'hypocrisie, évidemment. Ouais, non, mais c'est de la connerie. Si, parce que justement, comme le soulignait Daz, c'était très cher et donc contourner le système devenait une espèce de rébellion. Oui. Comme on était très jeune, on avait très envie d'être rebelle. Or aujourd'hui, le média qu'on aime le plus, Internet, ne crée pas forcément les modèles économiques suffisants pour faire vivre des boîtes. Et donc, en fait, on a appris aussi, en donnant de l'argent pour des applis, à soutenir des projets créés par des gens qui ne sont pas des grosses boîtes. Et donc, à investir plus qu'à payer pour un service. Donc, en fait, moi, quand je te parle d'idéologie, tu me parles aussi d'une autre idéologie qui est celle de la responsabilité. On a appris à soutenir des artistes ou des créateurs. On a envie de payer, en quelque sorte, ce qui n'était pas du tout le cas. Je pense que l'idéologie du pirate, c'est quand même de la grosse crevardise aussi, il faut le dire. Quoi. Pour un vrai mousquetaire, il y a combien de radins? Oui. Parce que pirater des applications à 89 centimes d'euros, sincèrement, les gars. Faudrait qu'on ait les chiffres sur ce genre de. C'est le système des Français, je veux dire. C'est typiquement français. On fait le procès de la France. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je suis d'accord avec Mélissa. On fait plus du soutien. On paye plus pour soutenir maintenant que pour vraiment acheter. C'est-à-dire que des petites startups, on a envie de les aider. C'est pour ça que le crowdfunding marche super bien aussi. On parle de Kickstarter, de Ulule ou Ulule. Ouais, exactement. Indiegogo. Alors, j'y crois absolument pas. Je trouve que au crowdfunding. Le crowdfunding, c'est le royaume des stars. Donc, c'est j'aime tel artiste, donc je lui donne de l'argent. Mais le projet derrière l'artiste, est-ce qu'il est correct? On a vu quand même beaucoup de gens sortir de nulle part et être soutenus par un élan, on va dire, un élan d'enthousiasme de la part des gens qui voulaient mettre de l'argent quelque part. Oui, peut-être à tort d'ailleurs, pour l'art, avec un majuscule, mais bon, voilà. Avec un G majuscule comme Grégor, tu veux dire. Non, mais t'as pas non plus que des artistes, il y a des projets. La smartwatch qui s'appelle Pebble, là, qui est pas mal d'ailleurs. Qui est pas mal, qui est très jolie et qui est très simple. Et, qui sortira peut-être. Et qui est déjà sorti, ils ont commencé à en envoyer, je crois. C'est des effets de buzz. Non. Avec Sylvain, on a un ami qui est journaliste et qui a voulu faire un documentaire. Il a ouvert un projet, il a été complètement financé par ses potes et par les gens qui le connaissaient de près ou de loin, qui connaissaient son travail. Et il a réussi à faire son documentaire et sans ça, aucune boîte de prod voulait le faire. Est-ce que Sylvain et toi, vous avez participé au financement? Oui. Moi, oui. J'étais dans un carton à l'époque, mec. Et pour revenir à des choses moins nobles, par exemple soutenir un artiste, est-ce qu'effectivement aujourd'hui on se met à payer des applications? Je vois que même des fois je vois une application et j'hésite parce qu'elle a 89 centimes et ça me fait chier tout bêtement de la payer. Je sais pas. Alors qu'effectivement ça coûte 1/5 de Starbucks, quoi. En soi, c'est débile. Mais il faut pas sûr que Starbucks soit l'étalon idéal pour la vraie valeur des produits, mais bon. Mais ce que ça a provoqué, c'est que ça a obligé en fait ceux qui veulent fonctionner avec ce modèle à faire un produit super, produit génial à la base, parce que ceux qui vont le tester, disons, en gratuit au début pour peut-être payer après, s'ils se disent c'est gratuit, déjà c'est bien, et en plus je vais avoir des fonctionnalités encore mieux, je suis prêt à payer. Donc je pense que ça oblige en fait les gens à faire des produits très bons et incontournables. Dans une semaine, à la sortie du podcast, il va y avoir Game of Thrones qui va sortir. C'est évident qu'il va être piraté en masse. Et ça. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est parce que tout le monde n'a pas Orange Ciné Series. Le show le plus piraté de 2012. Et le créateur disait que ça lui avait servi d'ailleurs. Ça avait servi justement au show. Oui, mais en fait, ça me rappelle en 2000, Microsoft qui disait quitte à pirater, piratez-nous. Parce qu'ils voulaient leur logiciel sur le marché. C'est surtout que là, en fait, par capillarité, je pense que les gens qui ont piraté la série Game of Thrones, il y a quand même pas mal d'achats qui ont été transformés sur les bouquins.
Oui. Le Trône de Fer, donc toute la saga. Ouais, mais c'est pas ceux qui ont fait la série. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça a quand même profité à quelqu'un. C'est-à-dire que le fait que l'univers entier regarde cette série, ça a permis de ressortir les bouquins des étals, enfin de les remettre sur les étals, pardon, et puis de George R.R. Martin, maintenant il roule en Bugatti Veyron. Non, mais pour les séries, en plus, on n'a pas le modèle américain qui est Hulu où tu payes pour avoir un nombre de séries assez pharaonique. Ouais. Et si on avait ça en France, qui est toujours pas le cas, ou si on pouvait Bah, on a faire Canal marcher Play Hulu en Infinity. France. Oui, mais voilà. Hulu, encore une fois, c'est un très bon produit, très facile à utiliser. On l'a pas en France parce que ces technologies-là sont pas ouvertes dans nos frontières. Donc, juste pour terminer, vous êtes pour le fait de payer, du coup, pour tout? Ou est-ce qu'il y a encore des choses où vous dites fuck it? Je Moi, ne paierai pas pour ça. Perso, je suis ultra radin. Ok. Je paierais vraiment si je suis obligé, mais vraiment dernière Non, c'est extrémité, bien, quoi. c'est bien, Sous la faut le dire. torture. Il faut le dire. Moi, je suis entre les deux, c'est vrai. Il y a des fois où je suis rat, il y a des fois où je paye. Moi, je suis comme Daz, je paye quand c'est plus simple. D'accord. Donc, pragmatisme pour Sylvain et pour Daz, Mélissa. L'arme des vrais. Même chose chez Spotify, je suis abonné à certains journaux pour les soutenir plus que pour payer le service. Et oui, il y a des choses que je ne paye pas toujours. Bon, ça va. Alors, Désolé. l'honneur de l'équipe est sauf, il reste quelques pirates. F, A, Q. Ok, deuxième fac avant d'attaquer le deuxième sujet, qui c'est pas aussi court que Nabila, mais c'est quand même vachement court. Je vous la donne, ça fait aussi 3 syllabes. On me dit alors, Vine. Ça va vite, hein. Alors, virgule, Vine, pour l'interrogation. Donc voilà. Un auditeur de ce 404 nous demande ce que vaut le Vine pour vous. Vine, on vous rappelle, c'est un réseau vidéo qui a été racheté par Twitter à son lancement et qui vous propose de publier des vidéos en boucle de 6 secondes maximum. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je Fibre. dis, allez, je me lance. 3 mois d'espérance de vie. Ouh, donc Fibre, lui, il est cash. J'y crois pas parce que la vidéo, c'est. Mais c'est pas de la vidéo. Ouais, mais c'est quand même c'est un peu ça a les contraintes de la vidéo sans en avoir les avantages. Je vois pas l'intérêt. Je veux dire, aujourd'hui, c'est buzzé, les gens s'éclatent, ils passent des journées dessus, mais l'espérance de vie est pas longue, à mon avis. Alors, Mélissa, toi qui n'es pas là du tout d'accord avec Fibre, toi tu y crois plus. Bah, je pense que c'est un bon intermédiaire entre l'image et la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, tu as encore à faire play. Et ça, il y a plein de gens qui le font jamais. Alors que Vine, c'est comme les gifs, l'autoplay. c'est un autoplay. C'est génial l'autoplay. Non, mais après, on peut mettre du silence. Hein. Ouais, Par défaut, c'est c'est du en, gif, c'est en silencieux. C'est en silencieux. Et je pense que ça peut aider beaucoup de papiers sur l'Internet. Moi qui suis journaliste. Sylvain, toi. Je suis sur Android. Donc Sylvain, Mais est-ce que tu officiellement, attends ne connaît pas Vine, ne Je peut pas avoir d'avis sur Je ne connais Vine. pas Vine, voilà, je ne connais pas Vine. Et imagine que dans un futur complètement fou, tu passes sous iOS. Mais, moi, Vine, qu'est-ce non, que mais t'en Vine, penses? ça m'excite un peu, j'aimerais bien essayer. Parce qu'on m'a dit que l'interface était cool, que c'était ergonomique, intuitif. Et c'est vrai, mais je pense que ça peut prendre avec de la 4G. Ouais, Parce que là, en 3G, c'est un plus peu long. galère. Quoi. c'est plus long. Effectivement, pour avoir Vine, on peut pas s'abonner à beaucoup de personnes parce que c'est juste très long de remonter sa timeline. Ouais, et puis surtout, même pour charger les vidéos, c'est hyper long aussi. Ouais. Et toi, Daz? Non, oui, bon, bah, ça m'intéresse pas. Non, toi, ça te touche pas du tout. J'ai déjà du mal à trouver des trucs sympas à foutre sur Instagram. Alors si en plus maintenant il faut avoir une idée de vidéo, c'est foutu. C'est sûr qu'il y a moins de contenu aujourd'hui sur Vine que sur Instagram par utilisateur. Ça, c'est sûr. Non mais ouais, Donc toi, t'y crois pas? ouais, je suis comme Fibre Tigre. Moi, Mais il y a déjà là-dessus. des gifs de 12 secondes. Qu'est-ce que tu veux prendre des vidéos contraignantes de 6 secondes? Non, mais c'est vrai. Bon, bah Vine, avis mitigé alors. Essayez, mais pas sûr. On verra dans 3 mois. Sujet numéro 2. Attention Horse, la nouvelle norme pour exister? Deuxième sujet qui s'attaque à un drame, un virus qui touche de plus en plus de monde, qui attaque une frange de plus en plus large de la population, dont nous, membres de 404, et dont sûrement vous, auditeurs de 404, le attention whoreism. Voilà, c'est vraiment très compliqué à dire et vous nous pardonnerez déjà les déformations pendant le débat. C'est du franglais. C'est un terme qui signifie des gens qui donc viennent quémander de l'attention à tout prix. À tout prix. Et pour ça, c'est quelqu'un de très énigmatique. Qui est-il attention whore? Je ne sais pas. C'est Fibre Tigre. J'adore attirer l'attention. Qui adore attirer l'attention. Et d'ailleurs, sa tenue Oui. le prouve ce soir. C'est réussi. C'est Fibre J'ai mis Tigre. une chemise dragon. C'est moche. Donc, Fibre, Eh ben, l'attention whore. au début, Pourquoi on a Comment pensé que c'était un manque d'amour. C'est comme le gamin qui fait des bêtises pour que ses parents fassent attention à lui. Des gens arrivent sur Internet, ils font tout pour que vous vous intéressiez à eux. Ce sont les attention whores, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'aller jusqu'à la prostitution pour un peu de reconnaissance. Alors rapidement, à quoi reconnaît-on une attention whore?
Donc, la photo sur Facebook, duckface, position. MySpace Angle. Comment ça s'appelle décolleté, boobs, voilà. C'est que les également, femmes, hein. Donc c'est forcément Que des des femmes. Hein. Bravo, Également, point sexisme. pour prendre l'exemple des femmes, quand il y a Mélissa qui met un message cryptique sur Twitter, genre journée un peu difficile, tout ça, etc. On dit Je ne mais fais qu'est-ce pas qui se de passe, trucs qu'est-ce qui se cryptiques. passe, voilà. Donc c'est les gens qui essaient de vous créer une relation émotionnelle avec vous et parce qu'on fait un peu de lol dans l'émission, les fameux humble brags, c'est-à-dire les gens qui disent, qui se vantent, mais tout en restant soi-disant modeste. Donc j'en ai un beau d'un journaliste de France Inter qui s'appelle Bertrand Dical. Je cite: Twitter, c'est parfois gênant quand tu découvres que quelqu'un que tu admires éperdument a moins de followers que toi. Oh, c'est dur. Voilà. Donc, mais en fait, quand on s'en aperçoit, quand on voit ce type de technique, on s'aperçoit que l'attention war, il cherche de l'attention et pas de l'amour. Il veut qu'on s'intéresse à lui. C'est un peu le Parisien qui parle fort au restaurant pour que vous entendiez sa conversation. Que les Parisiens, ça, évidemment. Ah bah ça, c'est très parisien. des bien femmes. sûr. Cliché, Ou des femmes. J'aurais pu dire parisienne. les femmes parisiennes. Allez, hop, boum. Parce que sur Internet, et Sylvain va en parler tout à l'heure, l'attention warring, C'est affreux. facile à dire, a un impact direct sur nos stats. C'est-à-dire, si vous attirez l'attention, on va vous liker, on va vous favoriter, on va vous retweeter. Il y a une sorte de paiement immédiat. Et voilà exactement. Et pourquoi ça, c'est intéressant? Parce que Facebook, il vous vend du clic, il vous vend de l'audience, il le vend cher. Donc forcément, ça a de la valeur. Et forcément, c'est intéressant. Et demain, vous allez avoir un capital de like, un capital de notoriété que vous allez pouvoir transposer de réseau social en réseau social. Et ça, vous ne le perdrez jamais. Donc, l'attention war, peut être chacun de nous, il est en recherche d'existence. Et même Daz, par exemple, qui fait son blasé, il dit: Ah, j'ai gagné un petit follower aujourd'hui. Donc quand même, il était content. Mais j'ai jamais dit que je n'étais pas. Oui, voilà. Donc, voilà. Et ça peut aller encore plus loin, parce que demain, pour avoir de petits likes sur Instagram, vous allez peut-être faire un petit détour pour prendre la belle photo de l'église que vous avez vue ou de je sais pas quoi, du soleil couchant. Non. Et peut-être demain, vous ferez le voyage. Et demain, vous serez heureux d'être à la Japan Expo ou je sais pas quoi, pour prendre en photo le super shot. Parce que même les soirées cryptiques, on les voit, Sylvain, sur Instagram, on sait ce qu'il fait le samedi soir. Il prend des choses un peu mystérieuses pour qu'on dise, mais il a une vie géniale, ce mec. Alors qu'en vrai, Moi, il je trouve bourrait. qu'il a une vie d'alcoolique, moi, mais bon, après, c'est. Voilà. Donc voilà, on devient tous des attention wars, surtout de cette table, et à terme, ça va être notre raison d'être et notre vie réelle va se transformer en la justification de l'attention qu'on va capter sur Internet. Voilà, donc la prédiction très dure de la part de Fibre. En gros, les attention whores, si je résume un peu, qu'on critiquait et qu'on moquait un peu généralement il y a quelques années, d'une certaine manière, on est en train d'adopter un peu leur technique parce qu'on est un peu pris dans cette course. C'est un peu caricatural, mais première fac, c'était Nabila. Ouais. Et voilà, on est là-dedans. Et je veux dire, Michael Vendetta, Kim Kardashian, tout ça, etc., sont des gens qui, comme on dit, sont famous for being famous, sont célèbres parce qu'ils sont célèbres, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est des gens qui ont réussi à monétiser ça. C'est un peu le rêve des gens. Et qui arrivent à faire rêver des gens avec ça, d'ailleurs. C'est un peu l'argent sans rien foutre, quoi. Donc c'est un peu le rêve de tout le monde, quoi. Voilà. Bon, Sylvain, on a vachement critiqué tes soirées. Là. J'en ai pris plein la gueule. Fibre a été très dur avec tes soirées d'attention whore. Est-ce que tu penses qu'il y a effectivement un changement de postulat et que finalement, il y a de plus en plus de réseaux, comme dit Fibre, il y a de plus en plus de stades, des stades qui se suivent de réseau en réseau, ce qui est vrai, et qui fait que, effectivement, si on veut un peu capitaliser sur une popularité quelque part, ou capitaliser même sur le fait d'exister et d'être entendu, lu ou vu, on est obligé à un moment d'adapter des techniques qui étaient un peu les techniques qu'on critiquait il y a quelques années. Ah, mais complètement. Et puis, comme il l'a très bien dit, le modèle économique de tous ces réseaux sociaux, c'est justement de faire de nous des attention wars. Il faut absolument se mettre en avant tout le temps si le truc peut être viable économiquement. Donc, tout est poussé, tout est amené pour qu'on le fasse de la même manière que le stalking la dernière fois avec les onglets activity, etc. Là, c'est exactement pareil. Il y a toujours les mecs qui arrivent sur Twitter en disant non mais moi jamais je ferai ça, jamais je ferai ci, et on finit. Ce sont des attention wars. Et ils ont 3 followers. Non, ils le disent avant de tweeter et tout, et ils finissent parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, pour être crédible, il faut avoir des followers, il faut avoir des retweets, et du coup ils se mettent à utiliser les méthodes qu'ils critiquaient avant d'arriver. Mais de toute façon, à partir du moment où tu es sur un réseau social, c'est que c'est que tu cherches quelque chose. Donc soit peut-on être sur un réseau social sans être un attention whore? Mais ça, pour moi, c'est exactement la même problématique que le mec qui fait du rap underground, c'est-à-dire qui fait plein d'albums, mais pour pas les vendre. C'est complètement con. Ça n'existe pas. Si tu fais quelque chose, si tu passes du temps, c'est que tu veux que ça marche. Donc, pour moi, c'est évident, quoi. Et les rappeurs qui se clashent entre eux, ce sont des attention wars? Alors, complètement. Évidemment, mais en même temps, je sais pas, pour moi, l'attention whore, à la base, c'est quand même, comme Fibre l'a dit, c'est quand même des gens qui produisent rien.
C'est-à-dire que pour moi, un rappeur qui a un album en rotation, machin, pour moi, c'est juste de la promo qu'il fait. Oui, c'est du marketing. Je voudrais juste rajouter une petite complément d'information, c'est qu'il y a plusieurs typologies d'attention whore. Ah. Et il y en a une qui me plaît particulièrement parce qu'elle est peu connue, c'est la scene war, c'est-à-dire La scene whore. voilà, Scene comme scène. Scène, voilà, comme la scène. Ah. C'est-à-dire c'est une personne qui s'intègre dans une sous-culture dans laquelle elle est hétérogène, genre on va dire, excusez-moi, c'est caricatural, mais une fille chez les geeks ou une fille Chez les gamers. Voilà, une fille chez les gamers. Sexisme. Et par sa différence, tout de suite c'est une attention war. La Voilà. geekette. On parle de la geekette. Ah, exactement, ouais, c'est la geekette. Et voilà, Parce que- le mot est lâché. On consacrera une émission sur les geekettes bientôt. Oh mon dieu. Bon, Mélissa, parmi tout ça, toi, qu'est-ce que tu en penses du coup? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inévitable ou on peut toujours rester aujourd'hui snob, désintéressé par rapport à tout ce. Moi, je connais Wow. certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux uniquement pour trouver de l'information. Mhm. Qui s'en foutent de parler d'eux, qui sont très très discrets, donc je pense encore qu'on peut y échapper, mais c'est vrai que la logique de je vais aller prendre une photo parce que ça sera bien et que j'aurai des likes est très facile Ouais, oui, à adopter. Tu éditorialises elle ta concerne, vie, quoi. disons, je pense, une majorité d'utilisateurs de réseaux sociaux. C'est dur de pas se la péter quand même. Il y a une petite surge d'adrénaline là. Quand Non, mais on- les gens ont voulu, à partir du moment où tu rends ta vie publique, t'aimes bien avoir un retour sur investissement. De toute façon, les gens que tu cites, toi, enfin que tu montres en exemple, qui utilisent les réseaux sociaux uniquement pour récolter de l'info, sont des gens qui ne postent pas finalement. Mais c'est marrant là parce que on s'échappe plus. t'opposais snobisme et le fait d'être blasé à l'attention warisme, mais c'en est C'est la même une chose. forme aussi. Mais c'en est une forme évidemment, aussi. et alors là, je te regarde comme ça, droit dans Là, les yeux. toi et tes 11 abonnés. Abonnés. Bon, conclusion, que vous soyez snob ou attention whore, quoi qu'il arrive, à la fin, ça revient au même, vous êtes un putain de Bien attention vu, whore. Sylvain. Bien vu. Internet. FAQ. Troisième FAQ qui du coup j'ai été très très malicieux puisqu'elle a un rapport avec le sujet qu'on vient de traiter ensemble. On me demande de manière très franche, parce que je pense que la personne sait où elle va, comment vous faites pour gagner des followers sur vos réseaux? Quelles sont les techniques les plus efficaces, qu'elles soient sales ou pas sales? Oh alors là, Oh là là. là on attaque le secret de Moi professionnel. j'ai des techniques Alors, ultra sales. Alors fibre. Comme Allez, d'habitude, le pro plus des trash, techniques le plus sales. honnête. Alors, la Fibre. technique la plus sale pour gagner des followers, mais vraiment easy, c'est vous allez sur Even. Voilà, Even. dictionnaire de citations, vous prenez une citation sur l'amour, n'importe quoi. Vous les copiez-coller, vous les mettez sur Twitter sans honte, sans surtout citer les sources, et vous attendez. Oh, et la vous avez malhonnêteté. 8000 followers en 30 jours sans problème. Ah, donc ça c'est tous les trucs de code d'adolescent et tout ça quoi. Ah non, C'est mais le top tweet, vous il prenez vise un le top bon petit Victor Hugo, mais surtout, il ne faut pas citer les sources, Bah sinon oui. vous n'êtes pas Comme ça, crédible. souvent, il y a forcément quelqu'un qui le dit. Ouais, mais tu t'en fous, tu les ignores, et ça passe sans problème. Voilà. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, mais ça marche. Daz, toi qui vas chercher tes followers un par un, Je sais pas parce que la preuve que ma technique c'est de la merde, ça fait 172 ans que je suis sur Twitter et j'ai 800 followers. Donc, ce qui est beaucoup par rapport à la norme. bah, je sais pas quelle est la norme, C'est mais en tout 100. cas autour de cette table, La la plupart- norme elle est plus dans les 20 000. Donc, oui, non mais voilà. en tout cas la norme de Twitter est en dessous des 70 followers je crois, mais bon. Ah bah effectivement, là j'explose la norme. Raconte-nous ta petite recette. Aucune technique, Twitter c'est un peu la ponctuation de ma vie. Et non, bah je sais pas, moi franchement il y a des trucs qui sont retweetés, je sais même pas pourquoi, d'autres qui le sont pas alors que je m'étais mis en mode fibre tigre en me disant putain là j'en tiens une bonne, ça va tout déchirer, en fait absolument pas non plus. Donc pour moi c'est complètement organique, le truc je le gère un peu au jour le jour et puis advienne que pourra et peut-être que dans 10 ans j'aurai 900 followers. Wow. Ambition. Ça, Voilà, c'est l'ambition de toujours, Attention Whore. il faut. Mélissa. D'ailleurs, on dit des followers, mais ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur n'importe quoi. Quelle est ta technique un peu sale, mais très efficace pour gagner des followers? Bah, j'ai pas de technique sale. Oh, ou efficace. arrêtez, Elle a 200 000 followers. Non, là. non, mais sur Instagram, j'ai eu pas mal de followers parce que l'API était branchée à Twitter et comme sur Twitter, j'ai beaucoup d'abonnés parce que je suis sur la liste des utilisateurs suggérés. Et comment C'est t'as ça fait pour qui a être sur la fait liste des gonfler. utilisateurs suggérés? Alors, tout remonte à 2009, quand donc, Twitter a mis en place cette liste. Et en fait, c'est un algorithme qui prenait en compte le ratio follower-following, le nombre de RT, le nombre de reply, le nombre Donc de... tu n'avais rien fait. C'est un algorithme. Un algorithme m'a donné ses utilisateurs. Je le dis Donc tu, ici, donc tu- maintenant. tu es innocente depuis le début sur tous tes réseaux, tu ne fais rien pour gagner Bah, des disons que followers. j'avais quelques followers à la base et que je le faisais en faisant une veille sur les médias à l'époque où je tweetais beaucoup de liens là-dessus et où j'avais une veille très active et c'est pour ça que les gens me suivaient. Mais ensuite, vous le verrez en plus si vous avez suivi l'évolution de mon compte, je tweete plus beaucoup. Les gens qui voient que j'ai 200 000 followers doivent se dire mais pourquoi? Ah. Mais je vous le dis, je n'ai que des robots et C'est des nouveaux dégueulasse. utilisateurs. Ouais, Voilà en fait, ce qu'ils ça, disent, c'est les ça gens. sa technique pour gagner des followers, c'est l'énigme, c'est pourquoi. Pourquoi Ah, ça c'est beau ça. mon, Bon. mon secret Bah Sylvain, toi ton secret. Je prends- Être moi-même, tout Ah. simplement.
Oh, Et le montrer sa pubard. bite. Oh, le pubard. Faux, je ne monte pas mon Ça sexe. vous étonne Non, si non, on n'a pas moi, été manger un yaourt Moi, je tweete beaucoup de liens, je tweete ma veille en fait. D'accord. Donc la veille. Très un peu- quali, moi. un peu- J'aime beaucoup le fil Twitter de Sylvain, il faut que je le dise ici aussi. Donc, Merci. donc en fait, tu disais l'inverse. Tu disais que si on tweetait que des liens, ça ne marchait pas. Mais en fait, finalement, Mais tweeter c'est des bien la liens- preuve que l'injustice est bien de ce monde, puisque moi j'utilise le réseau social tel qu'il a été pensé et je plafonne malheureusement à 800 followers Mais est-ce de que- merde. À chaque fois que tu lances le site, tu réponds à la que sur un question sujet What are you doing? Mais c'est ça. Attends, moi je suis complètement candide sur le truc. Non, mais il y a la Sylvain Palais-Sphère et il y a une sorte de. Ouais, c'est vrai, Il ouais. a un magnétisme. Bon, on arrête le Animal. débat ici. Arrête Vous de me connaissez. draguer, film. Vous connaissez. En tout cas, le secret, c'est ne faites pas comme Daz. Voilà. Sujet numéro 3. Google Glass, connexion partout, intimité nulle part. Et on attaque tout de suite, et déjà, le troisième sujet de cette 6e édition de Studio 404, ça fait beaucoup de chiffres, avec une nouvelle technologie, un nouveau form factor, une nouvelle approche qui pourrait changer beaucoup de choses dans nos comportements et notre rapport toujours plus perméable et plus sensuel et plus fusionnel à la technologie. Ce sont des pseudo-lunettes, ce sont les Google Glass, dont beaucoup de gens ont parlé récemment, et dont Mélissa va nous parler plus en détail, surtout sur tout ce que ça pourrait changer. Oui, je crois qu'on s'est tous posé la question autour de la table il y a quelques semaines quand elles ont été présentées lors d'une conférence Google aux États-Unis. Est-ce que nous allons porter des Google Glass? Alors, je tiens à préciser qu'on dit glasses, mais que Google tient à dire glass parce qu'ils estiment que c'est pas vraiment des lunettes. En fait, en vrai, ça ressemble, c'est très dur à vous décrire ça en son, ça ressemble à une monture métallique avec un micro-écran sur le côté droit, et c'est aussi léger qu'une paire de lunettes normale, et elle devrait donc être commercialisée aux États-Unis à la fin de l'année, pour le modique prix pour l'instant de $1 500, mais ils estiment que ça va aller entre 500 et 800 comme un téléphone, en gros. Alors, les premières critiques ont été non, mais qui va porter ces lunettes? Qui va porter ces lunettes tirées d'un film de cyborg des années 90? Ce problème-là, il devrait être très très rapidement réglé, puisque Google a eu la bonne idée de s'associer à un fabricant de lunettes américain qui s'appelle Warby Parker, qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est assez stylé, diraient les jeunes. Oui. L'équivalent des Jimmy Fairley. Voilà. Enfin, c'est Jimmy Fairley qui est l'équivalent de. Mais bon, Ouais. on y va. Et d'un point de vue utilisateur, il y a quand même un énorme avantage dont il faut parler ici. Voilà, vous n'allez plus avoir besoin de tirer votre téléphone de votre poche. Vous allez avoir Internet à disposition dans votre œil droit. Donc vous pourrez prendre une photo, filmer une vidéo, recevoir des appels, chercher des renseignements sur Internet, envoyer des messages, et votre rapport aux autres est donc physiquement modifié, c'est-à-dire que vous ne serez plus sur un écran, mais que l'écran sera devant vous. Ce qui est Magnifique. important. Ça change tout. Changement de paradigme. Ça change complètement tout. On parle donc de wearable technology en anglais, donc de technologie portable, mais en français ça sonne toujours moins bien. Apple, dans le même temps, essaye de développer une iWatch, donc une montre qui accéderait à Internet. Mais derrière cette évolution technologique, en fait, que certains disent aussi importante que l'iPhone, personne n'oublie que Google, avec toutes ces données qu'on aura à dispo en permanence tout le temps, va pouvoir les utiliser à des fins commerciales. Donc imaginons, on est dans un bar un samedi soir. Sylvain, c'est pour toi. Est-ce que les gens qui vous entourent ont conscience qu'avec vos lunettes, et donc vous avez l'impression de porter des lunettes, donc personne ne se rend compte que vous avez, disons, à disposition une connexion, caméra ouais. et une connexion. Est-ce que les gens qui vous entourent auront conscience qu'une photo d'eux en train de boire leur 4e mojito sera publiée sur Facebook dans 2 minutes? Est-ce que vous-même aurez conscience que vous êtes en train de prendre des photos C'est ça. Il suffit de dire « Ok, Google Glass, take a picture or shoot a video » et c'est parti, il filme. Donc, et ensuite, tu peux faire share, le partager donc sur Internet en 2 secondes et c'est bon, tout est sur Internet. Et les 50 personnes qui sont autour de vous sont aussi sur Internet. Donc un dirigeant de bar à Seattle a déjà dit « Non, pour moi, il n'y aura pas de gens avec des Google Glass dans le bar, c'est interdit. Donc vous ne pourrez pas rentrer si vous avez des Google Glass. Désolé. » Mais surtout, faut sortir du monde de bisounours, ça va trop bien, on n'aura plus besoin d'être sur notre écran d'iPhone, on va pouvoir tout shooter et tout voir en permanence. Parce que donc Google veut vraiment utiliser ces données et imaginer le monde dans lequel on vivrait. Si donc on pouvait donner à Google notre position, nos lieux préférés et nos photos avec des gens dessus en permanence, comme ça, tout le temps. fait de toute façon. Ce serait le paradis de Sylvain Palais, ça. Oui, mais le problème, c'est que là, les gens n'en sont plus conscients. Quand tu es dans le métro, que tu prends une photo, que tu essayes de te cacher, les gens, des fois, ils peuvent te voir. Là, tu es juste posé. Et si tout le monde en porte vraiment, plus personne ne saura quand et comment on prend des photos. Grâce Non, mais à bien sûr, après, ce je regard pense- en biais. C'est-à-dire qu'on a déjà la vidéosurveillance, donc on a déjà conscience d'être filmé partout. Mais imaginez des milliers, voire des millions de gens
qui sont des caméras vivantes et qui bougent, et donc que Google puisse exploiter, parce que c'est ça leur but, exploiter et croiser et analyser toutes ces informations. Imaginez dans le monde dans lequel on vit, et imaginez surtout le nombre Suspense. de sextapes qui vont être publiés sur Internet. On finit sur une bonne note. Moi, je vous dis, ça va Avec faire un seul angle exploser de le vue, nombre de sextapes. Sylvain Non, va mais adorer. je pense qu'on aura tous C'est mon truc. autour de la table, nous, on doit avoir un usage modéré. La plupart des utilisateurs auront un usage modéré. Mais n'importe qui voudrait, disons, détourner l'attention de quelqu'un, enfin prendre une information de quelqu'un qui serait dans un endroit ou qui ferait des choses pas très légales, pourrait le faire sans trop se faire voir. Non, mais enfin, Attends. les usages, Bon, Mélissa, c'est les bon. usages vont juste changer puisque, je veux dire, si tu veux faire l'amour à quelqu'un, tu diras enlève tes lunettes, quoi. Et garde tes chaussettes. Ouais, mais imagine encore une fois, t'es bourré, il est 4h du matin, la fille, je sais pas, tout le monde en porte, et donc c'est devenu normal, et tu les enlèves pas, et elle Bah, dit si, pas si, enlève-les, et tu si dis c'est non, mais si, C'est devenu Et après- normal. C'est devenu normal. Mais et hop, et aujourd'hui, tu les as encore, et c'est fini. Et quoi. c'est-à-dire que même la stalkeuse redoutable qui est toi, redoute un petit peu les dérives qu'on pourrait avoir avec Google Glass. Ou est-ce Oui. que tu penses pas que... Mais en fait, je redoute pas les gens. Oui. Je redoute surtout l'usage de Google. C'est-à-dire que Google, c'est une machine à utiliser des données. mais Google, Donc il là, note on va bien. lui en donner, si l'usage est massif, on lui en donne mais des milliers. quoi. Moi, Et- Google, Non, stop. si devant les Google Glass dit j'aimerais bien une crème glacée et que Google magiquement il m'apporte une crème glacée, je suis dans le paradis. Non, mais tu sais que c'est faux et que tu es un troll en disant ça. Voilà, c'est bien. Tu sais que tu es un troll en disant ça. Non, je troll pas. Franchement, C'est- j'y crois. Et je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il m'embarrasse, Google? Google n'a pas intérêt à m'embarrasser. Google n'a pas intérêt on va dire, à me mettre dans le préjudice. Alors, est-ce que tu penses, parce que à la base, les inventeurs de Google Glass cherchent surtout un moyen de rendre la technologie encore plus présente et en même temps plus invisible. C'est un peu les deux paradigmes. Toi, est-ce que tu es prêt à embrasser cette nouvelle offre? Moi, ça m'intéresse pas parce que je porte des Fibre. lunettes. Ce sera pas léger, ce sera pas pratique, donc j'y crois pas trop. Mais un jour, Et ce sera dans tes mains. Aujourd'hui, Oui, ce sera mais intégré je crois dans pas, les je crois pas lunettes, non plus à la révolution, puisqu'aujourd'hui, et on a des comptes qu'on ne citera pas, mais qu'on connaît très bien, Lame, Daz, Sylvain, de gens qui prennent en photo des filles tout le temps, partout dans le métro. mais Donc moi, je vais le franchement, ça citer. changera rien du tout. Voilà, donc je trouve que c'est pas du tout la révolution du siècle. Voilà. Bah Donc, si, justement, pour toi, c'est pas ces gens-là, faux. Daz, toi, t'es pas d'accord. Il y a quelque chose qui change quand Ça même. facilite oui, c'est alors- le travail de ces gens-là qui se cachent un peu actuellement. Et là, c'est Mais c'est pas- un Franchement, paradis, ils quoi. prennent des photos tellement bien que j'ai pas là. Enfin, ils sont déjà des ninjas de la photo. Et du quoi. coup, j'ai la vraie question, moi, pour les Google Glass. Comment ça marche en basse lumière? Est-ce qu'il Est-ce y que a tu as un flash un intégré flash? Je sais pas, je crois pas qu'ils aient mis encore de flash, Non, y a sur, pas de le- flash. sur la photo. Voilà, Tous les donc tests ça répond à Google. toutes les questions de sextape, de photos volées dans le métro, machin, Oui, mais etc. Il Quand faut il y a pas savoir de que lumière, le ça truc ne est en marche pas. développement. Donc pour l'instant, les Google Glass, elles sont dispo que pour quelques développeurs qui testent. Et le test dure 1 an, parce que là, en fait, elles sont prêtes. Mais ils testent 1 an pour voir les usages et faire évoluer le produit en fonction des usages pour qu'il soit incontournable au Puis moment de la on leur sortie. fait confiance pour avoir un produit 2 qui va être. Daz, il y a beaucoup déjà performant. des packs qui sont prévus où tu achètes une paire de lunettes et ils te filent une Maglite avec. Sympa. Ouais, c'est pratique, c'est pratique. Non mais moi, enfin pour revenir au produit en lui-même, Oui. même si effectivement ça correspond en tout point à ce qu'on voyait quand on regardait donc Universal Soldier ou Dragon Ball Dragon Z. Ball. It's over that Voilà, c'est les lunettes, le rêve de tout le monde. Mais bon, je vois pas trop le. Enfin, c'est Google quoi. On Mais sait là- qu'ils ratent tout ce qu'ils font. Mais non, mais justement, Pas là, faux. si tu regardes faux. toutes leurs vidéos de présentation, ils ont vachement misé sur le design. Ouais. Ouais, t'as l'air d'un méga douchebag du Mais non, 31e mais- siècle et c'est super. Et là, ils en sont encore à la 12e version de la maquette, mais à mon avis, ça sera vraiment comme des Vous lunettes avez un que peu tu tous les pourras deux porter, raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde les Google Glass, il y a un côté oreillette Bluetooth des années 2000, Mais donc on a un complètement. peu cramé. Mais on imagine aussi, vu déjà le côté impressionnant des lunettes et les associations avec des designers et des fabricants Oui, voilà. traditionnels de lunettes, que ça va être 100% invisible dans quelques Quand ça années. sera intégré effectivement à une paire de lunettes normales. Est-ce que vous accepterez d'avoir quelque chose qui est intégré à votre vie de manière quasiment invisible et d'avoir autour de vous des gens qui, de manière quasiment invisible, sont aussi connectés, même lorsqu'ils sont face à vous? Mais ou on ça a me du dérange mal un à peu, capter moi. en Edge dans 75% de la France. Qu'est-ce que vous Non, mais franchement, on sera mais passé vous au parlez 4G, d'une oh là époque là. où- Imaginons- Ça me dérange un petit peu. Ah, Quoi. non, on se calme. Si on imagine que tout est au point et qu'on a la Voilà. 4G, que tout va Dans un bien, monde etc. idéal, Sylvain, est-ce que tu accepterais ce genre de conditions? Mais absolument, la vie augmentée. Mais non, non, mais c'est écoutez, génial, La- c'est une on en révolution. a tous C'est rêvé. une révolution. Depuis 2000 ans, on n'a rien inventé qui va augmenter la vie de cette façon. On va avoir des informations tout le temps, en temps réel, sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde. En ayant un peu les mains et l'attention libre. Tout sera synchronisé, tout sera facile. Après, moi, je pense que dans la pratique, ce sera comme les smartphones, c'est-à-dire qu'on les portera pas tout le temps, ces lunettes.
Alors que les smartphones, on les sort tout le temps quand même. Ouais, mais tu les sors, tu fais des micro-sessions. Ouais. Là, ce sera pareil. On les aura peut-être sur Mais les yeux, mais comme souvent éteintes. Le but de Google, ils l'ont dit, c'était quand même de l'avoir encore plus souvent que les smartphones, en les voyant moins du coup. C'est que ce soit. Le truc, soit de c'est manière qu'au lieu de totalement- les ranger ou de les retourner, on va juste être off, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, à mon avis, ce qui va convaincre les gens, c'est que vraiment, ça va arrêter de casser les logiques dans les dîners. T'es sur ton iPhone, tu fais Mais chier c'est parce encore que. pire. Mais non, parce que vraiment. Tout le monde sera constamment en train de faire autre chose. Je suis pas Nadine de Rothschild, mais franchement, je crains ce truc-là, moi. Mais Ouais. mais t'auras pas besoin. Parce que quand tu sors ton iPhone aussi, tu l'as, tu le vois, et du coup, tu veux checker tout. Sauf que là, tu pourras y aller juste pour une chose. Tu vas mais pas du te coup, mettre tu à sauras naviguer pas, sur tout à part Internet. avec quoi. ce petit regard en biais là d'autiste, tu sauras pas réellement une fois qu'ils auront bien intégré le truc quand les gens sont réellement avec toi ou quand en fait Si, il est parce que comme sur Sylvain à le l'instant, test qui a été un fait, regard vague. il y a un œil qui diverge un peu, donc quand même, tu peux le remarquer. Ouais, mais enfin bon, je sais pas, je trouve ça triste. On Bon. verra dans 10 ans. Mais ça, c'était Daz, de toute façon, qui a tout Mais un peu oui, bien sûr, complotiste. le réac. Daz, les réacs. Bon, au final, on s'enthousiasme un peu quand même ou... Enfin, oui, parce que oui, quand même. j'y vais à l'air pour. Bof. Ah, Si, bof. à mon avis, c'est quand Bof. même aussi important que l'iPhone. Ouais, Oui, c'est important. imagine Et si, Sylvain, on finit sur toi. imagine si toutes les lunettes du monde, quand on en aura tous une, stream en live exactement tout ce qu'on fait, et on peut accéder au stream de n'importe qui dans le monde et vivre à la place des gens. Tu peux déjà génial. faire un Google Mais Hangout. c'est de la C'est merde. génial. C'est de la merde, c'est bien du marketing ça, c'est pourri comme vision. Moi, ça me fout le vertige et je dis que c'est bon signe. F, A, Q. On me dit, alors, la dernière édition, vous avez parlé de ces personnalités un peu sexy, du web français, etc. Il n'y avait que des filles. Je voudrais que vous me dites quel Vous est disiez le mec le plus sexy de l'Internet français. Ah ah. Oh, les petites pommettes toutes rouges. Alors, bon, déjà, Daz, je sens que bon, Daz, il va se transformer en ours. Non, mais pas du tout. Alors Daz, dis-moi, tu vas commencer. Quelle est la personnalité du web français? Oh là, les autres, les autres sont en train de se tenir les sinus comme ça, genre, on dirait qu'ils n'ont jamais surfé trop rapidement. Daz, en attendant, dis-moi, quelle personnalité masculine du web français tu trouves particulièrement sexy pour une bonne ou une mauvaise raison? Bah je suis Monsieur Lame. Voilà, c'est facile. C'est facile. Moi j'ai pas là comme ça de mec sexy déjà selon quels critères etc. Ouais, je sais pas. Julien non. Chiez, non, je te sens que t'aimes bien Julien Chiez. Je ne le suis pas. Ah mais je suis par contre son demi-frère Frédéric Lu. Ah ben voilà, Frédéric Lu, Alias Trunks. qui a une belle cote auprès des... Il est magnifique. Il est Bel magnifique, c'est un beau gosse. Et Ok. en plus il joue bien. Ok, Frédéric Lu avec 2 U. Voilà. Journaliste de Game Cult. Je plus sois, c'est 7, comme diraient les journalistes de Game Cult. Fibre. Alors, c'est très difficile à dire. Non, c'est pas difficile. Non, non, franchement, c'est difficile. Moi, je dirais, moi, ce qui me fait bander, c'est les followers. Ouais. Donc, je dirais que le mec en France qui a le plus de followers, c'est Baptiste Jabiconi. Oh là là. Donc, je dirais, Il ouvre la bouche et il est plus sexy. selon mes critères, c'est lui. Je pense que c'est le plus beau Toy Boy qui a pu avoir Lagerfeld. 1 million de followers. Combien de vrais On dirait que tu parles de mensuration. Tu veux dire 90, 60, 90, tu dis 100, 1 million, 87. C'est genre 100 following, 1 million de Une followers. moyenne de 150 tweets par jour. Sylvain. Moi, j'aime bien les beaux vieux, moi. Ouais. Alors, Pascal Cardona. je citerai un, Non un vieil homme, mais jeune dans sa tête, qui vient d'arriver sur le réseau social et qui est déjà à 2000 followers. C'est Edgar Morin. Oh non, mais c'est tellement facile. quoi. Ah ouais. Mais C'est qui pas de la est, sexitude, c'est de l'intelligence. Mais c'est vrai. Tu ne Non, connais je pas ne Edgar connais Morin? c'est le frère de Christian Morin. C'est ça, voilà. Un sociologue extrêmement connu. Ça, c'est la Non, je ne le sociologie. connais pas. Bon, heureusement qu'on a Mélissa qui va nous parler bassement physique. Ah bah alors là, que j'ai pas vraiment bien réfléchi. Si. J'hésite entre deux personnes que je vais nommer, donc vous allez être heureux, comme ça il y en aura Ah deux. bah 2, super. La première serait JR. JR, le photographe? Ouais, grâce à son compte Instagram. Ouais. Pourquoi tu trouves sexy avec ses petites lunettes, son petit chapeau de Je sais pas, hipster en fait, c'est à la fois son utilisation, Ouais. l'activité qu'il a et qu'il montre, et les photos de lui qui sont jamais dégueu, forcément. D'accord. Voilà, et il y en avait un deuxième, Que tu vas nous dire aussi. et je pense que toutes mes potes vont me dire, mais pourquoi t'as dit ça? Bastien Vives. Ah non, attends. Bastien Vives, Daz et moi le connaissons plutôt Mais je bien. sais. Et il a une sacrée cote auprès des nanas. Bien Pour sûr. une raison qu'on ignore. Non, après, Les pour- salauds. mais parce que je l'ai rencontré en vrai, parce que si en fait, si je l'avais juste Bah. suivi sur Internet, Ah bah il non, me il fait donne pas chier avec envie. ses blagues de sein, en fait. Ah, c'est pas des Mais blagues, c'est une vraie obsession qu'il a. Sur Instagram, Ouais. il s'est mis à faire des
des trucs très intelligents. Ces Des derniers dessins. dessins sont magnifiques, Ouais. de détournement de personnages hyper connus de Walt Disney ou des choses comme Ouais. ça. Et, Mais en quoi il et est j'aime sexy bien. puisque tu ne le vois pour ainsi dire jamais, Bastien, en fait. Et il a des Si, lèvres grâce très- à vos comptes Instagram, à vous. il a des lèvres très pulpeuses, tu sais. C'est vrai qu'il a une belle bouche, on lui a C'est dit. peut-être ça aussi être sexy sur Internet. Mais oui. Sexy par son contenu. C'est ça et son Woody. Bon, en tout cas, vous avez un peu tous esquivé. Mais merci pour Bastien, en tout cas. Sujet numéro 4. Quand les statistiques guident nos vies. Après ces révélations hautes en stupre et qui ont donné chaud à tout le monde, on va redescendre un peu. On va revenir à des choses très froides, hein, très vraies, Très froide, très voilà, scientifique. qui ne sont pas là pour nous faire bander. Ce sont les statistiques. Et pourtant, apparemment, ça nous fait bander en ce moment. Les statistiques, ça excite tout le monde. Tout le monde s'y met, tout le monde vit avec, tout le monde en fout partout. Et pour en parler, évidemment, l'homme démoniaque, l'homme derrière les chiffres, le démoniaque. manipulateur, Sylvain Palais. Et oui, et je vais commencer cette chronique par une phrase très simple, très très marketeuse. On a produit en 2012, chers amis, plus de données qu'en 500 ans. C'est Ah ouais, ça, complètement incroyable. Vous le savez de toute façon, hein, on en a déjà parlé, la moindre activité sur Internet, ça crée des données. Un like, un clic, afficher une page web, envoyer un formulaire. Et toutes ces données déboulent en flux tendu. C'est un raz-de-marée qu'on essaye tous de maîtriser et surtout d'exploiter. Mais Internet, c'est plus seulement votre ordinateur et votre navigateur, c'est aussi les smartphones, les futurs smartwatches, les Google Glass, qu'on va tous acheter, j'en suis sûr, mais aussi votre Toyota Prius, votre frigo et même votre fourchette, puisqu'au CES, il y a un petit gadget qui est sorti, une fourchette qui mesure ce que vous mangez en temps réel et qui vous dit quand vous mangez trop vite, etc. C'est génial. Et tout ça produit de la donnée, mais à foison, mais c'est des vraies avalanches d'indicateurs qui finissent par changer la façon dont on se comporte. Parce que finalement, c'est un petit peu à double tranchant, ces choses-là. C'est comme un double décimètre. Un double décimètre, ça permet de tracer un trait droit, et ça permet aussi de vérifier qu'un trait est droit. Et bien avec la donnée, c'est exactement la même chose. On commence inconsciemment à surveiller les données et à ajuster nos activités pour se conformer à des objectifs qui sont dictés par ces machines. Ouais, c'est Skynet. Ouais, c'est ça. Là, il y a un... Mais de toute façon, Blanc. c'est normal, puisque on a toujours aimé se mesurer, se comparer, que ce soit pour savoir qui, entre toi et ton pote, court le plus vite, quand tu es dans le vestiaire au rugby, qui a la plus grosse paire de chaussures. On a toute une série en plus d'indicateurs de performance qui nous permettent de transposer cette passion de la compétition sur le web. On a vu, JB nous en a parlé, le nombre de followers, le nombre de likes, le clout. Voilà. Et les objets connectés et les capteurs en tout genre, les GPS, les accéléromètres, les sondes de température, toutes ces choses-là nous permettent maintenant de mesurer en permanence tout ce qui se passe dans la vraie vie. Je sais combien de mètres j'ai parcouru entre ma maison et mon travail. Je sais combien de calories j'ai brûlé quand j'ai monté les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Je sais comment a évolué mon poids pendant 3 mois parce qu'à chaque fois que je me pèse, ça met à jour une base de données via Wi-Fi. On mesure tout, partout, tout le temps. Et en plus, on trouve ça beau. C'est ça la nouveauté aussi. Voilà, c'est qu'on arrive à automatiser tout ça, à faire des beaux graphiques, à faire du data porn, des belles data visu, des belles infographies, etc. Et ça nous excite un peu. Mais du coup, jusqu'à maintenant, toutes ces données, j'ai le sentiment qu'elles étaient là pour informer. C'était simplement des indicateurs pour informer nos pratiques. Maintenant, j'ai l'impression que l'omniprésence de la mesure est en train de faire un putsch sur notre libre arbitre. Et on entre dans une ère de dictature des statistiques. On devient tous ce qu'on appelle des quantified self, donc des gens qui mesurent toute leur vie pour essayer de l'améliorer, pour essayer de trouver des failles, etc. Et ça va finir par nous rendre complètement dingues. Parce que les coachs, c'est insupportable, mais quand en plus on est nous-mêmes le coach de notre propre vie, il y a de quoi se tirer une balle, je pense. Ma chérie. Ma chérie. Tous les matins au petit-déj, alors. Donc courir dans la forêt, qui est un plaisir pour se dépenser, c'est terminé. Parce que à chaque fois, il y aura cette voix robotique qui va interrompre la playlist et qui va vous annoncer 50 km, average pace 5 minutes per kilometer. Ceux qui utilisent Runkeeper sauront de quoi je parle. Et vous vous dites, merde, c'est en dessous de mes perfs habituels, je suis en train de complètement pourrir mes stats, il faut absolument que j'accélère, etc. Pire encore que ça, à mon sens, c'est Nike qui explose encore une nouvelle barrière en effaçant les unités. C'est-à-dire que les kilomètres, la vitesse, le poids, les calories, tout ça se merge dans ce qu'ils appellent le fuel, donc qui sont des points qu'on accumule pour scorer et pour se comparer aux autres. Le concours est permanent, le dossard il est autour du poignet via le fuel band, et les performances sont complètement déconnectées de la réalité, puisque derrière un indicateur un peu abstrait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et c'est un succès mondial. C'est un succès mondial, ça explose, ils se font énormément d'argent avec ça. Mais je me dis, avec cet indicateur un peu abstrait, un peu bizarre, est-ce qu'on va pas finir comme les traders, obsédés par des chiffres qui manipulent des sommes d'argent colossales sans s'en rendre compte, à jouer avec des indicateurs logiques qui permettent des relations de cause à effet super simples. J'appuie sur ce bouton,
ça fait telle chose, si je pousse ce curseur, ça fait baisser celui-ci, et hop, je viens de mettre à la rue 100 familles américaines, et je suis même pas au courant. Alors je me demande si, à force de mettre le monde en ombre, j'ai peur qu'on finisse par agir sur lui comme on le fait avec un jeu vidéo. Alors je vous pose la question, rassurez-moi, la vie, c'est pas comme les jauges de pipi et de vie sociale comme dans les Sims, si? Quelle belle. Oh, quelle belle conclusion, Sylvain. En tout cas, J'espère que c'est belle pas conclusion. Sujet intéressant, sujet inquiétant surtout. Aujourd'hui, on a des stats un peu dans tous les sens, comme tu le dis, Sylvain. Et surtout, c'est sorti du contenu auquel on les avait un peu mis au début. On ne parle plus juste d'audience ou juste comme ça touche absolument tout, même nos données physiques. Ouais. Toi, ça t'a excité au début, Runkeeper, comme tu en parles, de voir des graphiques ça sur m'a vachement excité. Ouais, tu publies tes graphiques sur Facebook. Donc en plus, t'es attention or. Regardez, je suis allé courir 5 km. Et là, tous les geeks se sont mis à faire du jogging. Quoi. Mais dans un monde idéal, tout est quantifié. Et pourquoi dans un monde idéal tout est quantifié? Parce que on a toujours cette espèce de syndrome orwellien de on est Big Brother, tout ça. Mais dans un monde idéal, vous connaissez votre espérance de vie, votre poids idéal, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux et en forme. Et ça, ce sont des choses, si vous l'avez par des chiffres précis, par la science, eh bien vous êtes extrêmement rassuré. Si je vous dis demain, si vous levez tous les jours à 8h du matin, votre vie, ce sera la plus belle du monde dans le meilleur des mondes possible, bah, vous le ferez. Et c'est un peu ce que nous disent un petit peu maladroitement les stats aujourd'hui. Et notre monde n'est pas encore idéal parce qu'il n'est pas complètement quantifié comme dans les Sims. Quand même, Alors, Daz, elle est où l'entropie là-dedans? Alors, Daz, toi, t'es plus en mode soyons freestyle pour être heureux, vivons. Ouais, bah oui, cacher les évidemment. stats. Non, enfin là, je veux pas faire le réac. Je trouve que le fuel band et tous ces machins-là, je trouve que c'est super intéressant justement parce que ça permet pour les gens qui auraient par ailleurs du mal à se motiver à faire quelque chose, du sport, par exemple, effectivement, de trouver la motivation. Et ça, pour moi, c'est bien. Maintenant, le tout quantifié, tout normé, comme Fibrotique le disait. Mais par rapport à ce que dit Sylvain, entre le fait que les stats puissent te motiver et le fait que les stats puissent devenir dicter ta vie, exactement, une sorte de voiture balai derrière laquelle tu peux pas tomber parce que sinon tu as perdu la course de la vie. C'est la même logique que pour le jeu, que pour le high score. Et il y a des gens qui, quand ils voient qu'ils font une partie moins bien que la précédente, ils arrêtent tout de suite. Et puis t'en as d'autres qui continuent, et tant pis si ça défonce leurs stats. Et voilà, moi je suis plutôt de la deuxième école, quoi. Donc, perso, moi c'est pour le jeu, c'est l'aspect ludique pour moi qui est intéressant là-dedans. Le fait de toujours vouloir faire mieux que la fois précédente, pour moi c'est pas une fin en soi, justement. D'accord. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, c'est super intéressant, ça te donne la motivation. Si effectivement ça dicte ta vie, c'est que ta vie est triste, quoi. Bah non, personnellement, moi, ma vie est rythmée au nombre de followers que je gagne et que je perds. Et c'est le truc le plus important de ma journée. Et c'est un symbole de réussite sociale. Et c'est également un symbole d'opportunité professionnelle. Non plus. Et non, mais selon vous, c'est vrai. vous, attendez, vous vivez, excusez-moi, 1.0. Moi, je suis le vieux Fibre du futur. Voilà, c'est ça. Franchement, j'ai des projets par Twitter. Demain, un follower me rajoute. C'est quelqu'un peut-être avec qui je vais signer un contrat parce que 100% de mon activité c'est Twitter. Alors, quand je gagne des followers, c'est ma vie qui s'ouvre. Je gagne des contacts. Et voilà, c'est ça. Et... Oui, mais là, tu parles de ça par l'aspect professionnel. Oui. Si après on rentre le fait de perdre du poids, ça devient aussi un enjeu professionnel, et puis le fait de courir vite, ça devient un enjeu professionnel, etc. Bah, les gens maigres, ils sont plus recrutés que les gros aujourd'hui. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a tellement de clichés dans cette émission. Mais c'est la vérité. Enfin, ils n'ont pas le droit, mais bon, c'est le cas. Moi, je trouve ça triste, voilà, de faire ça, d'avoir ce diktat de la stat. C'est triste. Mais est-ce que tu as un rapport aux stats Est-ce que toi, tu as un truc spécifique là-dessus ou qui t'a vachement travaillé, en bien ou en mal d'ailleurs? Mais tout ça n'existe que parce que Internet donne accès à énormément de données. Mm-hmm. Donc nous allons parler le point big data de la soirée. Big data. Le point big data. Parce que quand on fait tout ça, on court et on publie et on donne le nombre de kilomètres, on balance des données sur Internet. Et en fait, tout ça, si on regarde, l'aspect positif, c'est que ça envoie beaucoup de données et que le commerce, l'analyse de ces données peut produire beaucoup de valeur ajoutée. Un cabinet américain a donc estimé que 28 milliards de dollars seraient, disons, gagnés grâce à l'exploitation de toutes ces données qu'on envoie. Parce qu'avant, on n'envoyait pas toutes ces données, tous ces trucs sur ce qu'on faisait, notre vie. Et il y a des gens qui adorent les exploiter. On en parlait avec Google. Ça leur fait sur une mine d'or. Ça leur fait plein d'argent. Donc c'est à la fois dangereux pour notre vie privée, et en même temps très bien pour des entreprises qui voulaient en profiter. Et attendez, la TVA générée par ces 28 milliards de chiffre d'affaires, ça profite à nos hôpitaux. Le café du commerce. Il y a une question que j'aimerais te poser. On finira sur la question de Sylvain. Puisque pour toi un monde parfait est un monde mis en ombre, quantifié, est-ce que tu penses
tu serais heureux d'avoir une appli qui te dit le samedi matin, attention fibre, aujourd'hui on est samedi, cette semaine tu as parlé à 3 personnes, tu leur as parlé en moyenne 3 minutes, ta jauge de vie sociale n'est pas assez remplie. Ah, personnellement, ce serait vraiment un rêve. C'est flippant. Mais il est communiste en fait. Ok. Non, il est fou. Non mais ça m'éclerait aussi un petit peu. Non, mais attendez, vous avez je sais tous pas des- si je me laisserais dicter justement Mais mon bien sûr comportement. que T'as non, pas ça, envie de mais- savoir ça. Mais vous avez tous des checklists. Je veux dire, c'est. Non. Oui, mais moi je les check jamais, c'est bien ça le Non, problème mais de ma surtout, vie. elles sont pas publiques. Bon, en tout cas, cette histoire de statistique, on reviendra dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Ouais. Oh oui. Est-ce qu'on a parlé assez longtemps? Est-ce qu'on a dit assez de mots à la minute? Est-ce qu'on a donné assez d'informations Bien sûr. toutes les 15 secondes? Est-ce que le temps de répartition était bon? Ouais, je valide. Bon, voilà. Notre statistique man a validé. On vous remercie, c'est la fin de ce 404. Merci de nous avoir écoutés. On n'a pas parlé de sexe cette fois-ci, mais on a pris beaucoup de plaisir en tout cas. Studio 404, l'émission de société numérique. Et je reprends l'antenne pour vous dire une chose, pour vous annoncer une petite chose qui nous ferait très plaisir. Le 4 avril, c'est le 404, ça fait 404. On va vous organiser une petite soirée, on espère que vous viendrez nombreux. On vous donne pas plus de détails parce qu'on les a même pas, on n'a rien organisé encore, mais ça nous ferait vraiment, vraiment sourire de vous voir en vrai. Il n'y a rien de tel que la vraie vie. Allez, on se voit très vite. Studio 404, présenté par l'âme UA. Avec Sylvain Palais, Mélissa Benoît, Daz et Fibre Tigre.